Qui a déjà essayé de battre le record du monde d'apnée en mettant la tête sous l'eau dans son bain ou encore à la piscine, comme ici? Moi par exemple. Aujourd'hui, on m'a proposé de rencontrer Morgane Bourkis, triple champion du monde d'apnée, ici à Paris, porte de Versailles, au salon de la plongée. Alors forcément, on y va. Et on m'a proposé de rencontrer Morgane Bourkis, triple champion du monde d'apnée, ici à Paris. Bon, salut Morgane. Salut. Merci d'avoir accepté cette rencontre ici au salon de la plongée. Ça me fait très plaisir parce que tu as remporté ton 3e titre de champion du monde à Villefranche-sur-Mer en septembre dernier. Alors qu'est-ce que ça fait à 41 ans d'avoir tout gagné? J'ai pas tout gagné, mais en tout cas sur la longévité, c'est une satisfaction d'avoir pu, 11 ans après le premier titre, en 2008, 2013, puis 2019, d'arriver encore à être au sommet des podiums sur une discipline que j'affectionne particulièrement, le poids constant sans palme, et d'avoir cette longévité. Ça signifie voilà, que même à 41 ans, on peut progresser encore dans son sport. Alors tu es allé jusqu'à près de 91 mètres en 3 minutes 34 d'après ce que j'ai lu. À quoi on pense? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Comment ça se passe? Raconte-nous parce qu'on ne peut pas s'imaginer. Sur une descente en championnat du monde, on est sur un mode très automatique en fait. Tout a été répété à l'avance, hormis des conditions environnementales qui peuvent un peu changer. Là on était sur une météo qui était très belle au niveau du ciel, mais il y avait de la houle, il y avait des vagues, même si on était protégé, on était dans un environnement qui était très électrique au final. Il y avait une grande pression par rapport à l'enjeu. Mais sur la descente en elle-même, tout est tellement préparé déjà à l'avance qu'on ne pense vraiment qu'à l'instant présent. Donc quand on descend, c'est la première brasse, la deuxième, la compensation des oreilles, puis la troisième, la quatrième. Puis je sais qu'au bout de 7, je dois mettre mes bras le long du corps et je me laisse couler. Arrivé en bas, je ramasse le tag et je sais que j'ai à peu près entre 30 et 35 brasses pour remonter, mais je suis pas, à chaque fois que je fais une brasse, je ne suis pas en train de penser à l'autre. Je suis vraiment focalisé sur ce que je ressens et sur ce que je fais sur le moment même. Donc on n'est pas du tout sur la projection, on est sur l'instant présent. Et tu te perds jamais, tu penses jamais à autre chose, tu es tout le temps en focus. Comment ça se passe au niveau du cerveau justement, même si c'est une préparation? C'est ça qui fait la différence et qui te permet d'être champion du monde, c'est que tu sais, toi, tu as une routine, c'est ça? À ce niveau-là, effectivement, on est tous à avoir des routines. Et il est sûr que sur une descente comme celle-ci, donc une descente engagée, même pour moi, hein, parce que j'étais notamment sur une limite que je n'avais jamais atteinte, même à l'entraînement, je n'ai fait que 90 mètres. Ça se joue juste à 1 mètre, mais sur ces profondeurs-là, 1 mètre, ça peut faire beaucoup. Et du coup, on est vraiment sur une automatisation vraiment de tout ce que l'on a à faire. Et le cerveau ne se perd pas à imaginer quoi que ce soit de la vie quotidienne ou autre chose. On est vraiment sur qu'est-ce que j'ai à faire maintenant pour gagner ma descente. Et moi je ne le verrai jamais, alors il y a quoi en bas? En bas, on est au milieu de nulle part. On est un peu dans l'espace en fait. On est sur un environnement, on est au large, donc la profondeur est beaucoup plus importante que ce que l'on a annoncé. Là, il y avait quasiment 200 mètres de fond. Donc j'étais au milieu du bleu, suspendu le long de ce câble. Et donc c'était un petit peu dans un monde un peu infini, sans repère. Et en plus, je n'ai pas de masque. Donc je ne vois pas précisément ce que j'ai à voir, je vois trouble. Donc je suis vraiment dans un environnement qui est immense autour de moi. Et alors moi, justement, quand je suis dans une piscine comme celle-là, ou même plus petite, juste d'aller sous l'eau, ça me fait craquer les oreilles. Comment ça se passe au niveau physique, quand on descend comme ça, les paliers, les portes qui s'ouvrent, j'imagine, comment ça se passe? Alors, même moi, si dans cette piscine, je devais descendre sans faire les techniques pour éviter d'avoir mal aux oreilles, j'aurais mal aux oreilles comme tout le monde. Ça me rassure. On n'est pas des surhommes. Pourquoi est-ce qu'on a mal aux oreilles? C'est parce que la pression de l'eau augmente au fur et à mesure qu'on descend. Et on a mal aux oreilles, on a mal au tympan. Les tympans, c'est une petite membrane de peau très fine qui est le premier organe pour entendre et qui est très innervée. Et c'est une membrane qui est plate et qui, avec la pression de l'eau, en fait, va se déformer, va créer de la douleur. Et nous, on a une technique en fait qui permet d'équilibrer et rééquilibrer le tympan, donc le remettre en position droite par rapport à la pression extérieure. Comment est-ce qu'on fait en fait? On envoie de l'air à l'intérieur du crâne, dans l'autre partie, l'autre côté de la membrane, pour pouvoir rééquilibrer en fait la position du tympan. Et cet air, cette technique, elle est très simple en descendant. Mais en descendant à 1 mètre ou en descendant à 90 mètres, c'est la même technique. Dis-nous tout, dis-nous tout. Je dois juste me pincer le nez, je souffle dans mon nez. Et si tu le fais maintenant, tu vas entendre en fait un petit bruit au niveau de tes oreilles. Tu vas entendre un peu de manière cotonneuse. C'est que tu auras envoyé de l'air derrière tes tympans dans ce qu'on appelle l'oreille moyenne pour équilibrer la pression extérieure.
Et je t'invite la prochaine fois que tu vas en piscine à 2 mètres de profondeur à faire ça. Et la douleur va disparaître. Et donc ça, tu fais ça régulièrement jusqu'au bout? Ah ouais, ça me sauve là, merci. Je suis pas venu pour rien, c'est parfait. Juste au niveau alors, des entraînements, comment ça se passe? Est-ce que c'est beaucoup de méditation, yoga, tu es un être humain à part, différent? Est-ce que tu es né pour ça ou comment ça se travaille? Dis-moi ce que tu es devenu avant d'être champion du monde, comment tu as fait? Alors chacun, c'est encore une fois ses spécificités et son histoire. Moi, je ne suis pas du tout un poisson à la base. Je suis même né en Touraine, donc au milieu de la France. Donc la mer est un peu loin. Hormis des ancêtres dans les sauveteurs en mer en Belgique et quelques racines bretonnes, je suis quand même quelqu'un du centre de la France. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, donc d'être en contact avec la mer, d'avoir pratiqué le sport à haut niveau jeune, donc d'avoir été inculqué aussi dans une démarche d'entraînement, d'abnégation, de répétition, d'apprentissage, de longueur, de patience. Quel sport? Natation et basket. Rien à voir le basket avec le milieu dans lequel j'évolue aujourd'hui. Mais par contre du basket à haut niveau jeune qui m'a inculqué une manière de travailler, la régularité, vraiment. Et après, j'ai découvert ce sport assez tard, mais pas si tard que ça dans notre milieu parce qu'on n'est pas sur un sport où on va avoir déjà des jeunes gens, des jeunes enfants qui vont s'entraîner à 8-9 ans de manière très intense, comme en gymnastique, comme en athlétisme ou en natation. Toi, c'était vers 21 ans, c'est ça? Exactement, et on commence beaucoup plus tard. L'apnée, on va dire, performance commence à arriver chez des jeunes gens de 15, 16, 17 ans, mais encore avec beaucoup de précautions. On n'est pas du tout sur le même carcan que les sports traditionnels, on va dire. Et donc j'ai redécouvert, on va dire, parce que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents et j'étais en contact avec la mer et j'ai beaucoup plongé en apnée et un petit peu en bouteille aussi. Et j'ai redécouvert ce milieu à l'âge de 21 ans, à la fac de sport. Donc ça a été tellement une passion que j'en ai fait aussi un sujet d'étude. J'ai travaillé pendant 2 ans sur la physiologie cardiovasculaire de l'homme en apnée, en étant un de mes propres cobayes. Et en commençant cette activité, qui est vraiment véritablement devenue une passion, j'ai petit à petit approché le haut niveau pour en faire une passion débordante en termes de planning, on va dire, hebdomadaire. Et puis après, les résultats aidant à l'international, j'ai commencé à pouvoir en vivre il y a quelques années jusqu'à devenir voilà, mon propre chef d'entreprise et vivre de mon image. Et tu parles d'en vivre, de gagner de l'argent, etc. Justement, alors un triple champion du monde d'apnée, il gagne de l'argent? Il gagne de l'argent, mais non pas avec ses records et ses titres. Ah, d'accord. C'est-à-dire que je gagne de l'argent grâce à des activités qui tournent autour, des activités annexes. Moi, quand je suis devenu champion du monde, j'ai gagné 0. Ah ouais, 0. Voilà, c'est la réalité de notre médaille. sport. Exactement. Et en 2008, la première fois, j'avais gagné un très beau sac de sport. Donc c'est la réalité de notre activité. Ah, donc aujourd'hui, si je gagne ma vie, c'est parce que je fais des conférences en entreprise, avec mon histoire, avec mon sport, avec ce que je représente. Je suis instructeur d'apnée aussi, donc je fais des stages d'apnée. Et puis j'ai aussi des sponsors qui me suivent sur l'image. Et c'est aujourd'hui ça, grâce à ces activités-là qui tournent autour de mon image, que je peux vivre. Mais je ne vis pas directement de mon sport, des championnats du comme monde, un footballeur, ou je ne suis pas salarié d'un club. C'est pas le fait d'être champion du monde qui permet de vivre. Et alors il existe plusieurs pratiques de l'apnée. Alors toi, tu viens de gagner 100 palmes et à poids constant. Ça change quoi? Ça veut dire quoi? C'est d'autres qualités? Alors du coup, ça se passe en mer et on est sur la variable de la profondeur. Le but consiste à descendre et remonter le long d'un câble guide. En annonçant la performance à l'avance, donc j'ai dit que je voulais faire 91 mètres en septembre dernier. On m'a réglé du coup le câble à 91 mètres. Je ne pouvais pas aller à 92 mètres, c'était fermé. D'accord ? Je pouvais éventuellement tourner avant pour diverses raisons. Ok, c'est toujours possible. Mais on annonce du coup cette performance à l'avance et on a une seule tentative. Donc c'est blanc ou noir, c'est oui ou non. D'accord ? Et on doit ramasser une plaquette en bas, qui est une plaquette témoin, et la ramener au juge. Donc on ramène quelque chose de la mer. C'est une symbolique qu'on a gardée de cette activité ancestrale dans laquelle les hommes allaient chercher quelque chose au fond de la mer pour subsister. Et cette activité nécessite bien évidemment une préparation spécifique. Donc on est en mer, c'est pour la profondeur. C'est très différent de ce qu'on fait en piscine. En piscine, on fait de l'apnée statique, retire le plus longtemps, où on fait des longueurs. C'est l'apnée dynamique, c'est la plus grande distance. Et du coup, il n'y a pas cette notion de profondeur. Donc du coup, celle-ci, on la développe vraiment qu'en mer. Donc il faut s'entraîner en mer. Alors mes entraînements, moi, c'est
aussi de l'apnée en piscine, mais c'est du travail en salle, de musculation, du travail d'étirement pour accepter la pression de l'eau et du travail spécifique en mer, bien évidemment, sur des répétitions. Et beaucoup de natation, beaucoup de nage ou pas spécialement? Pas mal de nage pour travailler notamment les appuis. D'accord. Parce que moi, je suis notamment sur une activité sans palme, donc je me sers de mes bras et de mes jambes pour nager, en nageant la brasse, à l'inverse de ceux qui sont plutôt avec une palme ou une monopalme et qui ont juste, on va dire, le bas de leur corps à faire fonctionner. Et au niveau nutrition, il y a beaucoup de sportifs qui ont fait évoluer dernièrement, ces dernières années, leur nutrition, leur diététique pour devenir de meilleurs champions. Est-ce que ça sert aussi à un athlète comme toi? À un moment, quand on pratique un sport de haut niveau, intense, avec des entraînements quotidiens, bi-quotidiens, et beaucoup d'heures passées à s'entraîner, on est obligé de prendre en compte la nutrition pour sa performance. Donc oui, bien évidemment, je fais attention à ce que je mange. C'est drastique ou pas alors? C'est pas drastique, mais effectivement, je veille à avoir une qualité nutritive et, ce qui est important pour moi aussi, une traçabilité. C'est-à-dire que, mais là on est peut-être plus dans une démarche sociétale que citoyenne. Citoyenne. D'accord. Moi je vais m'approvisionner auprès de producteurs qui sont dans un rayon autour de Marseille, des producteurs que je connais parce que je vais parfois leur prêter mes bras, parce que je trouve qu'ils font un travail formidable et ça m'arrive de passer une journée auprès d'eux pour la main d'œuvre, pour les aider à planter, pour les aider à ramasser, pour faire des semis, parce que je trouve ça fantastique leur métier. Donc là effectivement on dépasse peut-être le cadre du sport, mais si je reviens sur ce cadre-là, ben, au moins aussi j'ai cette traçabilité d'une alimentation saine, biologique, et je sais comment travaillent les gens, puisque je vais les aider. Donc c'est ma démarche à moi aujourd'hui, et en plus de celle qui est de m'accompagner dans ma performance. Donc beaucoup de produits frais, beaucoup de vitamines, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup d'antioxydants, parce qu'on est sur une activité qui produit beaucoup de déchets, parce qu'on le fait sans respirer. Donc ça crée beaucoup de déchets métaboliques. Donc je vais y avoir une nourriture. Mais t'es pas rentré dans le vegan ou des choses comme ça pas... Non, je veille à manger de tout malgré tout. Je reste aussi sur une démarche où je limite ma consommation de viande pour toute cette problématique dont on parle aussi en ce moment, mais je mange de la viande. Et alors, dans une interview, je rebondis sur autre chose, tu as déclaré que tout le monde pouvait réaliser 3 minutes en apnée. Alors moi, je suis à 1h30 dans mon bain. C'est une réalité, c'est beaucoup d'entraînement et tout le monde y arrive, ou tu y croyais vraiment quand tu nous as dit ça? C'est une réalité, c'est-à-dire que tu peux tuer 2-3 personnes ici. Non, mais après on va mettre aussi un discours derrière. C'est une réalité, le corps humain sans entraînement est capable de tenir 2 à 3 minutes. Je dis bien sans entraînement. Physiologiquement. On est rouge écarlate, c'est ça? Non, mais physiologiquement il est capable. Après il faut gérer ce que représente l'arrêt de la respiration, mentalement. Pour beaucoup, s'arrêter de respirer, c'est synonyme d'étouffement. Dans l'eau, c'est la noyade, c'est la perte, c'est quelque chose de négatif, voire presque morbide. La peur, bien évidemment. Mais s'arrêter de respirer, c'est aussi quelque chose qui permet de se recentrer. C'est quelque chose qui est vécu très intérieurement. Donc c'est une capacité aussi de se remettre à l'écoute de soi. Et une fois qu'on a compris un petit peu ces mécanismes et la physiologie du corps, qu'est-ce que sont les premiers signes quand j'ai envie de respirer? Est-ce que je dois tout de suite sortir la tête de l'eau? Est-ce que je peux rester encore un peu en me détendant? On arrive très facilement à 3 minutes sans avoir passé 6 mois à s'entraîner. 1, 2, 3 séances et je peux arriver à ces temps-là. Si j'arrive à me familiariser avec l'arrêt de la respiration et ce que ça représente. Au-delà, il faut commencer à s'entraîner. Et alors toi, cette question qui me vient, c'est est-ce que tu as souvent eu peur de mourir sous l'eau? Je ne pense jamais à ça quand je suis sous l'eau, sinon je n'irai pas, je ne suis pas maso. Quand je descends et quand je vais au fond de l'eau, j'ai aucune douleur. Et si je ne sens pas la descente, pour diverses raisons, environnementales, bien-être personnel, j'y vais pas, je ne me force pas. Bien évidemment, sur un championnat, il vaut mieux que ça arrive, qu'on soit dans un bon jour, parce qu'on est toujours tenté de... C'est une descente, c'est une pression de la compétition, du résultat. T'es pas bien, mais vas-y quand même, allez. Ouais. Il faut rester, on est sur une activité qui reste quand même à risque extrême, donc il faut savoir s'écouter. Et plus jeune, tu te disais à l'adolescence que tu allais entreprendre cette vie, cette carrière, puisque tu as commencé vraiment l'apnée à une vingtaine d'années. Tout à fait. Alors quel a été le petit déclic? On n'en parle malheureusement pas trop dans les médias, c'est pas quelque chose qui peut faire rêver un gamin par un exploit sportif télévisé devant des millions de gens. Donc comment c'est venu vraiment? Si on s'extrait de l'apnée en tant que telle, moi j'avais un rêve d'enfance, c'est de vivre du sport, en pratiquant le sport. Et j'ai fait 12 ans de basket et un de mes rêves c'était de jouer en NBA aux États-Unis.
Mais très rapidement, j'ai compris que ça ne serait pas possible. Quel poste À l'époque, même si j'étais petit, j'étais plutôt ailier fort, donc 3-4 on va dire. Et aujourd'hui, je suis encore le championnat américain. Je suis un fan, par exemple, des Clippers et de Kawhi Leonard. Voilà, ils ont une énorme équipe maintenant. Et oui, les Clippers, il y a 10 ans, 15 ans, c'était pas les mêmes. C'est pas pareil. Mais j'étais un fan de basket et ce que je voulais faire quand j'étais petit, c'était vivre du sport. Aujourd'hui, je vis ce rêve en fait. Sur une autre activité, certes, qui me plaît aussi, mais petit, j'aurais jamais pensé devenir un apnéiste comme je suis aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, je vis ce rêve de vivre grâce à la pratique du sport. Donc c'est la chose la plus importante. Tu es supporter de l'OM en tant que Marseillais ou pas vraiment? Alors, je ne suis pas un fan de foot, mais quand on habite à Marseille, on ne peut pas y louper. Ouais, on a donc, toujours bien évidemment, je reste à l'écoute de ce qui se passe, je reste à l'écoute des résultats. Je sais qu'en ce moment, ils marchent plutôt bien, donc c'est tant mieux, parce que pendant un petit moment, ils ont marché beaucoup moins bien. Mais personnellement, c'est les Clippers, c'est un autre bleu. C'est un autre bleu, et puis à la rigueur, sur les sports co, je suis beaucoup plus fan de rugby et du RCT à ce moment-là, c'est à côté, en local, que du football. Mais en étant à Marseille, on ne peut pas couper, il faut connaître quand même ce qui se passe à l'OM. Alors face à face avec Morgan, on voudrait savoir ton appli préférée sur ton téléphone. Mon appli préféré, je ne suis pas un grand fan de tout ça, mais je dirais Winguru. Ah ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet d'avoir la météo marine notamment et qui est très importante pour moi. Quel est ton dernier message reçu sur ton téléphone? Mon attaché de presse qui me dit que tu es arrivé. Quel est ton exercice physique préféré? Je sais pas, aller courir, faire des squats, shooter à 3 points. J'aime beaucoup le trail et j'habite à côté des Calanques. Et après, si j'ai rien à porter on va dire d'enjamber, le burpees. Ah ouais, carrément. Ah ouais, en entier avec la pompe et tout. Exactement. Ouais. Bon, je vais pas te demander d'en faire parce que tu vas y arriver, donc tu vas m'écœurer, mais chapeau. Quel est, à 41 ans, ton rêve le plus fou? Ça serait de pouvoir continuer la vie que j'ai aujourd'hui encore de nombreuses années. C'est-à-dire une vie où je suis quand même pas mal accompli et où je suis heureux en fait tout simplement de me lever tous les matins. Quel est le truc qui t'énerve le plus dans la vie? Je suis quelqu'un de très patient et très calme, donc je suis peu énervé, on va dire, en général. Après, ce qui m'énerverait aujourd'hui, ça serait le discours faux des politiques.